Bonjour, je vous présente dans cette vidéo quelques lois discrètes. Donc, je vous rappelle, la dernière vidéo, on a présenté les variables aléatoires, donc une introduction aux variables aléatoires. Donc, on va parler plus en particulier dans cette vidéo des lois discrètes. En fait, certaines variables aléatoires discrètes, ils sont souvent utilisées en pratique. Donc, on les utilise dans plusieurs concepts. On les utilise aussi dans plusieurs circonstances et qui reviennent assez souvent. On connaît déjà leur distribution de probabilité, en fait, leur fonction de masse, on connaît leur fonction de répartition dans certains cas, mais on connaît leur moyenne, leur variance avec des formules données. Et dans ce cas, leur distribution de probabilité, en fait, leur fonction de masse, ça s'appelle des lois de probabilité. Et ces lois-là sont connues. Donc, les lois qu'on va voir ici, c'est la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi géométrique, la loi hypergéométrique et la loi de Poisson. Donc, on commence par la première loi, c'est la loi de Bernoulli. En fait, lorsqu'on parle de Bernoulli, on parle de l'épreuve de Bernoulli. Donc, en fait, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve dont le résultat peut être soit un succès, soit un échec. Donc, chaque fois qu'on fait une expérience ou qu'on fait un essai, puis le résultat, ça ne pourrait être que succès ou échec, dans ce cas, on parle d'une loi de Bernoulli. Donc, c'est une expérience de Bernoulli. Ça veut dire, si je prends une pièce, je veux voir si elle est conforme ou elle est non conforme. C'est pour toute expérience donnée. Donc, ce sont des cas qu'on voit souvent en ingénierie ou hors ingénierie. Donc, le plus important, c'est qu'on a P, la probabilité de succès. Donc, P devrait être connu. Donc, on doit connaître c'est quoi la probabilité de succès qui est la même probabilité pour toutes les répétitions données. Bien sûr, c'est une probabilité, donc elle est toujours entre 0 et 1. En fait, le nombre x de succès lors d'une épreuve de Bernoulli, c'est une variable aléatoire qui est dite de loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, chaque fois qu'on parle d'une loi, on parle d'une loi, elle a un nom et elle a des paramètres. Donc, une loi de Bernoulli, son paramètre, c'est P, la probabilité de succès. Et on écrit x, on écrit comme ça, x suit une loi de Bernoulli. Donc là, si on écrit ici, ben, on peut écrire ça comme ça, je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, donc ça s'écrit x suit une loi de Bernoulli. Donc là, c'est ça ce que ça veut dire. Si je le vois ici, c'est ça ce qu'on a écrit comme ça. Donc x suit une loi de Bernoulli. Donc x suit une Bernoulli de paramètre P. Donc une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc vous voyez, c'est ça, on l'écrit comme ça. On écrit x tilde Bernoulli P, puis on le lit x suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, puisque x c'est le nombre de succès, donc x c'est le nombre de succès dans une expérience de Bernoulli, donc c'est une expérience binaire, donc en fait c'est le résultat, c'est binaire, c'est 0 ou 1. Donc le support de x ici, c'est égal les entiers 0 ou 1. Donc bien sûr, c'est une épreuve qui est juste 0 ou 1, ben, les probabilités, donc la fonction de masse est si simple que ça, c'est égal 0 lorsque c'est égal à 1 moins p lorsque x égale 0, et c'est égal à p lorsque c'est égal à 1, puisque p c'est la probabilité d'un succès. Donc bien sûr, c'est une fonction de masse, puisque p plus 1 moins p c'est égal à 1. Donc, c'est ça la fonction de masse. Donc, si x suit une loi de Bernoulli de paramètre p, donc c'est un théorème, l'espérance de x égale à p, et la variance de x égale à p fois 1 moins p. Donc, on peut l'écrire, on peut le voir directement. C'est quoi l'espérance de x? Donc, l'espérance de x, si on se rappelle ce qu'on a vu pour les variables aléatoires, c'est la somme des xi, de tous les xi qui appartiennent à x, de xi fois p de xi. Donc, quels sont les xi? Sont 0 et 1. Donc, ça fait 0 facteur de 1 moins p plus 1 facteur de p, ben, c'est égal à p. Si on veut déterminer la variance de x, c'est la somme sur tous les xi qui appartiennent à rx. Donc, de xi au carré fois p de xi moins la moyenne au carré. Donc, je rappelle que la moyenne, c'est l'espérance de x. Donc, ça, c'est égal 0 au carré fois 1 moins p, plus 1 au carré fois p, moins la moyenne qui est p au carré. Donc, ça, c'est égal p
moins P au carré, ben, c'est égal P fois 1 moins P. Donc, dans certains livres, puis généralement, il y a beaucoup qui utilisent ça, on peut dire que c'est égal P fois Q ou Q, donc c'est égal à 1 moins P. Donc, des fois, on utilise Q, c'est égal à 1 moins P, donc, puis là, ça va faire P et Q. Donc, P, c'est la probabilité de succès, Q, c'est la probabilité de l'échec. Bref. Donc, ça, c'est une formule, donc c'est un théorème qu'on utilise toujours. Donc, si on fait un petit exemple, on pige au hasard un article dans le lot qui contient 5% de non-conformes. Donc, on sait que la probabilité de non-conforme, c'est toujours égal à 5%. Donc, soit X, c'est notre variable aléatoire qui représente le nombre de non-conformes observés. Donc, bien sûr, ici, X suit une Bernoulli de paramètre 0,05. Donc ici, si on veut déterminer l'espérance de x, c'est égal à 0,05, c'est égal à p. La variance de x, c'est égal à p fois 1 moins p, c'est égal à 0,0475. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses avec la loi de Bernoulli, mais son utilisation est très importante et on l'utilise souvent. Donc, et là, on peut introduire la loi binomiale. En fait, la loi binomiale, ça dépend d'une épreuve de Bernoulli. En fait, si on a n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli, de probabilité de succès P. Donc là, la loi de Bernoulli, c'est une fois l'expérience. Mais si je répète l'expérience n fois maintenant, donc si j'ai n répétitions, donc, et je veux parmi les n répétitions le nombre de succès. Donc ici, si je dis ici x, par exemple ici, on peut dire que x ici, si on dit ici x, c'est le nombre, donc c'est le nombre de succès parmi n répétitions. Donc là, dans ce cas-ci, on dit que x suit une binomiale. Donc, une binomiale, c'est le nombre de succès parmi n répétitions, même indépendantes. Répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. Donc là, si on répète n fois une épreuve de Bernoulli d'une façon indépendante et on veut savoir le nombre de succès, on obtient une loi binomiale. Donc ici, le nombre x de succès est une variable aléatoire dite de loi binomiale de paramètres n et p. On écrit x suit une binomiale np. Donc là, on peut aussi, on écrit x suit bnp, puis ce qu'on lit, c'est x suit une loi binomiale de paramètres. Donc là, la loi binomiale a deux paramètres, donc qui sont n et p. Donc là, c'est une loi avec deux paramètres. Donc là, si on prend la loi la loi binomiale ici, puis c'est quoi sa fonction de masse? Donc avant tout, c'est quoi son support? Donc si je répète l'expérience n fois et je veux savoir le nombre de succès, ben c'est le nombre de succès pourrait être 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc là, je peux dire que le support de x pourrait être 0. Je peux y avoir aucun succès, je peux y avoir un seul succès, comme je peux y avoir n succès. Un succès pour chacune des répétitions. Mais là, si je cherche la fonction de masse, donc px, donc petit px de petit x, donc ça c'est la probabilité que la variable x soit égale à petit x, et dans ce cas, cette probabilité, ben, c'est égal, dans le cas où x, donc là, si x appartient à Rx, bien sûr, on va dire dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? On a combien d'échecs? Et combien de succès. Donc, on a petit x succès, donc ça fait p fois p fois p fois p, donc c'est des succès. Combien d'échecs? On a n moins x échecs, donc là c'est la probabilité des n, donc on a x succès, n moins x échecs, mais là on peut y avoir l'ordre de ces succès-là, c'est comme la combinaison de x parmi n pour trouver les positions des x succès parmi les n répétitions. Donc là, et ça, c'est la fonction de masse de la loi binomiale.
Puis on peut vérifier directement si c'est une fonction de masse. Donc si on fait la somme de i égale à 1 jusqu'à n de i parmi n fois p à la i fois 1 moins p à la n moins i. Donc là, on fait la somme sur tout Rx. Donc ça, c'est le développement du binôme de Newton. Donc on peut remarquer que ça, directement, c'est le développement du binôme de Newton. Puis ça va donner P plus 1 moins P, le tout à la n. Or, P plus 1 moins P, c'est égal à 1. Donc ça fait 1 exposant n qui est égal à 1. Donc c'est bel et bien une fonction de masse. Donc, c'est une fonction de masse, son espérance et sa variance. Donc, comme on a dit, là, c'est lorsqu'on a une loi, on connaît tout. Donc, l'espérance de x dans le cas d'une binomiale, c'est égal à n fois p. Donc, en fait, si je dis yi ici, ça suit une Bernoulli. Donc, si j'ai chacune des i répétitions, puis là, je dis ici, je définis le yi, c'est le nombre de succès dans la im. Je fais le nombre de succès lors de la im répétition. Donc là, ça, c'est une Bernoulli de paramètre p. Donc là, c'est quoi une binomiale? Je peux dire que x, qui est ici la binomiale, c'est égal à la somme des yi pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc en fait, c'est égal à y1 plus y2 plus jusqu'à yn. Donc c'est ça, en fait, la binomiale, c'est que ça va faire la somme des 1 qui va donner un petit x, en fait, le nombre du succès. Donc si c'est un succès, c'est 1. Si c'est un échec, c'est un 0. Donc là, si je veux déterminer l'espérance de x, l'espérance, c'est un opérateur qui est linéaire. Donc l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc ça fait l'espérance de y1 plus l'espérance de y2 plus l'espérance, ainsi de suite, jusqu'à yn. Puis ça, c'est égal à, donc, n fois p, puisque chacune de ces espérances, c'est égal à p, puisqu'ils sont toutes des Bernoulli. Donc, si je veux la variance de x ici, lorsque les yi sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et ça, dans le cas où sont indépendantes, parce qu'ici, on est indépendant. Donc, c'est égal à la variance de y1 plus la variance de y2 plus jusqu'à la variance de yn. Or, chacune des variances, c'est égal à p fois 1 moins p, donc ça fait p fois 1 moins p plus p fois 1 moins p n fois, donc ça fait n fois p fois 1 moins p. Donc, vous voyez, ce sont des théorèmes, on peut l'utiliser directement. La fonction de répartition de la loi binomiale, elle n'a pas de forme analytique. En fait, c'est la somme, c'est la somme des cas égale à 0 jusqu'à x de p de k. En fait, il n'y a pas de fonction qui est analytique qu'on peut utiliser. Il y a certaines tables qu'on pouvait utiliser avant. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur, on utilise même Excel, R, MATLAB, tous les logiciels peuvent calculer ça. Je vais quand même vous montrer ça avec Excel, puisque c'est plus simple. On va garder R lorsqu'on voit les statistiques. Mais pour le moment, on peut toujours utiliser R pour faire ça. Donc, si on fait un petit exemple, un procédé de fabrication produit 3% d'unités non conformes. Donc là, je sais qu'on a un procédé, puis on a une probabilité de non conforme. Donc, si je dis P égale à 0,03, c'est la proportion de non conforme dans la production. Donc là, j'ai la proportion de non conforme dans la production. Un échantillon de 15 unités est prélevé de la production. Donc là, lorsqu'on parle d'un échantillon, c'est comme n répétitions indépendantes. Donc un échantillon de taille n, ça représente toujours, c'est des répétitions indépendantes. Donc là, on a n égale à 15, puis j'ai 15 répétitions indépendantes d'une Bernoulli. Donc là, c'est quoi ma variable? Si je m'intéresse au nombre d'unités non conformes, donc je peux définir la variable ici, x, c'est le nombre d'unités non conformes, dans la production.
Donc là, on a le nombre d'unités non conformes, x. Donc là, ça suit une loi binomiale avec n égale à 15 et p égale 0,03. Donc, c'est une binomiale. Et qu'est-ce qu'on cherche? Donc, il est toujours très important de bien définir sa variable, de bien voir c'est quoi sa distribution sur un arbre, c'est quoi la fonction de masse ou la fonction de densité dans le cas continu. Et à partir de ça, c'est quoi la question? On veut quelle est la probabilité d'observer au plus 10% d'unités non conformes. Donc là, au plus, ça veut dire inférieur ou égal. 10% de 15, ça fait 1,5. Ça, je peux dire c'est fx de 1, ou je peux dire aussi c'est px de 0 plus px de 1. Donc, si j'utilise la formule directement, px de 0, ça fait 0 parmi 15 fois p à la 0 fois 1 moins p à la 15, plus 1 parmi 15 fois p à la 1 fois 1 moins p à la 14. Donc, je peux trouver les résultats. Donc, ça, 0 parmi n, c'est toujours 1. 0,03 à la 0, c'est toujours 1. Donc, ici, j'ai 0,97 exposant 15, plus 1 parmi n, c'est toujours n, fois 0,03 fois 0,97 exposant 14. Donc, on peut ici utiliser Excel, donc directement. Donc, si j'utilise Excel, je peux dire c'est égal. Donc, c'est juste comme une calculatrice, là, c'est pas une utilisation plus difficile que ça. Donc 0,97 exposant 15 plus 15 fois 0,03 fois 0,97 exposant 14. Donc on peut calculer ça, on le trouve, c'est égal à 0,927. De la même manière, on pouvait utiliser la loi binomiale directement. Donc, si je veux utiliser la loi binomiale, donc c'est égal, donc binomial. Donc ça dépend de votre système d'exploitation. Si votre système est en français, ça va être loi.binomial. Ben ça, c'est Excel. Si votre Excel est en français, ça va donner loi.binomial. Si c'est en anglais, c'est binomial distribution. Donc, c'est Excel, mais vous pouvez le trouver directement dans les fichiers. Donc là, ça nous demande c'est quoi le nombre de succès qu'on veut, c'est 1. Donc après ça, il nous demande c'est quoi le nombre d'essais, on a 15 essais. Puis là, il nous demande c'est quoi la probabilité de succès, c'est 0,03. Puis enfin, il va nous demander est-ce que vous voulez la fonction cumulative ou la fonction de masse. Donc là, on cherche grand F, la fonction cumulative. Donc, et on va trouver le même résultat. Donc, vous voyez, on peut utiliser directement, par exemple, Excel pour faire ça. Donc, il est très important d'utiliser un logiciel chaque fois ou un outil, utiliser l'ordinateur pour calculer. Ça, c'est un cas qui est simple, ça peut se faire à la main, mais des fois, il y a des cas qui sont plus compliqués. Donc là, si on continue avec un deuxième exemple, ici, un procédé est utilisé pour la production en série, pour la production d'un certain type de pièces en série dont 5% ne sont pas conformes. Donc ici, je sais que j'ai ici P égale 0,05 qui est la proportion de non conformes, donc de non conformes. Okay? Donc là, à partir de ça, on peut voir ici, on prend un échantillon n égale à 20. Donc, à partir de cet échantillon, on veut déterminer, donc on prend un échantillon 20 aléatoirement, calculer la probabilité d'observer au moins 3 pièces non conformes. Donc là, on a une variable. C'est quoi notre variable? C'est le nombre d'unités non conformes. Donc, là, c'est ça. Je vais utiliser, donc si on identifie ici x, c'est le nombre d'unités non conformes dans l'échantillon de 20. Donc, on peut avoir ici le nombre de non conformes dans l'échantillon de 20. Donc, ici, on sait très bien que c'est une répétition indépendante de 20
Bernoulli. Donc, on peut dire que X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 20 et p égale 0,05. Donc là, puisque c'est une répétition de binomial, là, je peux faire ici pour ne pas mélanger les choses. Donc là, à partir de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la probabilité d'observer au moins 3 pièces non conformes? Donc, observer au moins 3 pièces non conformes. Donc, ici, on cherche la probabilité. Donc, ici, on cherche la probabilité que, donc, x, notre variable, au moins 3 pièces, donc c'est supérieur ou égal à 3. Donc, la probabilité que c'est supérieur ou égal à 3, donc ici, je peux limiter ça. Donc, si je veux utiliser directement cette probabilité, ça fait P de 3 plus P de 4 plus P de 5 jusqu'à P de 20. C'est très long, donc je dois passer par l'événement inverse. C'est plus simple, c'est la probabilité que x soit inférieure strictement à 3. Si elle n'est pas supérieure ou égale à 3, elle est inférieure strictement à 3. Puis là, à partir de ça, je peux dire que ça, c'est 1 moins, donc c'est égal à 1 moins la probabilité. Donc, on peut dire que ça, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Puis ça, c'est égal à 1 moins f de 2. Donc, on peut dire ça, c'est égal à 1 moins grand f de 2. C'est la fonction de répartition. Donc, vous voyez, on peut utiliser ça directement. Donc, on peut utiliser, par exemple, ici, Excel. Donc, avec Excel, on a égal, donc binomial distribution. Oops. Binomial distribution. Donc là, c'est quoi le nombre de succès qu'on cherche? C'est 2. L'essai, c'est 20. Donc ici, la probabilité, c'est 0,05. Et on veut ici la cumulative. Donc, on le trouve, c'est égal à 0,92. Donc, on peut faire ici, c'est aussi 1 moins directement. Donc, on va trouver, c'est égal à 0,075. Donc, je peux trouver que ce résultat-là, c'est égal à 0,075. Vous voyez, on peut le trouver directement. Donc, si ici, on fait la question numéro 2, donc ici, la question numéro 2, donc, les options, ça ne peut pas faire. Donc, la question 2 ici. Qu'est-ce qu'on cherche ici? La probabilité d'observer moins de 5 pièces non conformes. Donc, on cherche la probabilité que x soit inférieur strictement à 5. Donc, inférieur strictement à 5, ça représente la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. Puis, on peut dire ça, c'est égal à f de 4. Puis, f de 4, on peut le calculer en utilisant par exemple Excel, ben, je peux dire c'est égal, en fait, P de 0 plus P de 1 plus P de 2, ainsi de suite. Donc, c'est égal, c'est plus, excusez-moi, c'est des plus P de 2, plus P de 3, P de 3, plus P de 4. Donc, vous voyez, on peut faire tout ça et on peut utiliser directement la fonction de répartition. C'est plus simple toujours. Donc là, si j'utilise ici la fonction de répartition, je peux utiliser directement Excel ici. Donc, si j'utilise directement Excel, ça va faire ici égal. Donc, binomial distribution. Donc, la loi binomiale, je cherche à 4, x, n égale à 20, P égale 0,05, puis on veut cumulative, donc on veut la fonction de répartition, puis là, ça va donner 0, ici, on le trouve, c'est égal à 0,99, donc 0,997, disons, c'est presque égal à 1, donc ça fait 0,9974, donc vous voyez, c'est presque égal à 1, on est presque sûr qu'on va y avoir moins de 5. Donc, la probabilité est presque égale à 1. Donc, si on voit la troisième question, donc, la troisième question, oups. Donc, la troisième question,
ça fait quoi? Ça fait la moyenne. Quelle est la moyenne et la variance de nombre de pièces non conformes? Donc, on cherche ici l'espérance de x. L'espérance de x est égale à n fois p. N égale à 20 fois p, c'est égal à 0,05. Donc, ça, c'est égal à 1. Puis, après, c'est quoi la variance de x? La variance de x, c'est égal. Donc, on a dit c'est n fois p fois 1 moins p. Donc, ça fait 20 fois 0,95 fois 0,005. Vous voyez? Puis ça, c'est égal à 0,95. Et on trouve la variance et la moyenne du nombre de pièces non conformes. Donc, c'est l'espérance de x et la variance de x calculée directement. Donc, ceci étant dit, c'est ça la loi binomiale. Donc, chaque fois qu'on est dans un cas où on a n répétitions d'une expérience de Bernoulli et on veut chercher le nombre x de succès parmi ces n, on parle toujours d'une loi binomiale de paramètres n, le nombre de répétitions, et p, la probabilité de succès. La prochaine loi, c'est la loi géométrique. Donc, c'est quoi une loi géométrique? C'est lorsque on répète une épreuve de Bernoulli, donc c'est toujours une épreuve de Bernoulli, qu'on répète d'une façon continue et de manière indépendante, et ce jusqu'à ce qu'on obtienne un succès. Donc là, on connaît pas, on dit pas on répète une fois, on va répéter jusqu'à l'obtention du premier succès. Donc, pour ça, ce qu'on cherche, c'est le nombre de répétitions nécessaires. Donc ici, dans le cadre d'une loi géométrique, on cherche pas le nombre de succès qu'on obtient. Donc on cherche, donc ici x, c'est le nombre de répétitions. Donc on cherche le nombre de répétitions, donc pour obtenir un premier succès. Donc pour obtenir un premier succès. Donc là, je répète jusqu'à ce qu'on obtienne un premier succès. C'est quoi le support de x? Donc, minimum, je répète une fois. Il faut que pour obtenir un succès, il faut que je répète une fois. Ça se peut, c'est la deuxième fois. Ça se peut, c'est la troisième fois. Est-ce qu'il y a une limite préalable? Non. Donc, c'est les entiers à partir de 1, tous les entiers. Donc, si on veut trouver c'est quoi la fonction de masse, ben, la fonction de masse, px de x, c'est égal p fois 1 moins p à la x moins 1. Parce qu'on sait que pour que x soit égal à x, il faut y avoir x moins 1 échec suivi du xème qui est un succès. Donc là, même l'ordre est le même. Donc ça fait p fois 1 moins p à la x moins 1. Donc là, si on vérifie, on peut vérifier si ça, c'est bel et bien une fonction de masse. Si on fait la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de p fois 1 moins p à la n moins 1, donc on peut sortir le p de la somme puisqu'il ne dépend pas de n. Donc de n égale à 1 jusqu'à, donc ici de 1 moins p à la n moins 1. On sait très bien que 1 moins p c'est entre 0 et 1. Donc là, puisque p est entre 0 et 1, donc là c'est une série géométrique. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi géométrique, parce que c'est une série géométrique de raison 1 moins p. Donc cette somme-là c'est égal à 1 sur 1 moins p. Donc, c'est égal à 1. Donc, ça fait 1 sur P. P fois 1 sur P, c'est égal à 1. Donc, c'est bel et bien une fonction de masse. La loi géométrique est très particulière. La loi géométrique, elle possède la propriété de non-vieillissement. Précisément, si j'ai un entier S positif et un autre entier T positif, donc la probabilité que X supérieur à T plus S, sachant que X supérieur à T, c'est égal à la probabilité que x supérieur à s. J'explique. Supposons que je lance un dé pour l'obtention d'un 6. Supposons que ça fait 1000 fois que je lance le dé et j'ai pas obtenu 6. C'est quoi la probabilité que la prochaine fois j'obtienne encore un 6? Ça va rester toujours un sixième. Donc en fait, on dit que la loi géométrique possède la propriété de non-vieillissement. C'est que la probabilité que je répète 1100 fois sachant que j'ai déjà répété 1000 fois, ben, c'est la probabilité que je répète 100 fois. Donc, c'est juste ce qu'il reste, donc on ne fait pas ça. Donc, l'espérance et la variance. Donc, l'espérance, ben, je peux faire l'espérance quand même. Donc, si x, ça suit une loi géométrique, l'espérance de x, mu, donc mu qui est l'espérance de x, c'est la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini
Donc, de n fois p fois 1 moins p à la n moins 1. Donc, je peux dire, ça, c'est égal à n fois, je peux sortir le p, fois la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, de n, je peux dire le 1 moins p pour simplifier, c'est q, à la n moins 1. Donc, si je vois l'élément ici, c'est la dérivée par rapport à q de q à la n. Donc, je peux dire, ça, c'est p fois la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de la dérivée par rapport à q de q exposant n. Donc, on sait que la dérivée, c'est un opérateur linéaire. Donc, la somme des dérivées, c'est égal à la dérivée de la somme. Donc, on peut dire la dérivée par rapport à q de la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de q exposant n. Donc là, ça commence à 1, donc ça devrait être ou bien n moins 1 ou bien que je commence à 0. Donc on peut dire que ça, c'est p fois la dérivée par rapport à q. Donc de la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de q à la n, mais là, j'ai ajouté 1 qui est q exposant 0, donc je dois soustraire 1. Donc moins 1. Donc, puis là, c'est quoi la somme de q exposant n? On sait que ça, c'est la somme de séries géométriques, donc ça fait 1 sur 1 moins q moins 1. Là, si on refait la dérivée, on peut obtenir Cp. C'est quoi la dérivée de ça? J'ai moins, puis là, j'ai moins 1 pour la dérivée d'ici, sur 1 moins q au carré. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça fait P facteur, moins, ça disparaît. Donc, ça fait 1 sur 1 moins Q au carré, mais 1 moins Q carré, ça fait P carré, donc ça fait 1 sur P. Donc, vous voyez, on peut le trouver, mais c'est long. Des fois, c'est pas évident. Donc, nous, on a des théorèmes pour utiliser ça directement. Donc, vous n'avez pas à faire des démarches comme ça. Vous pouvez l'utiliser directement. De la même manière, on peut aussi prouver que la variance de x est égale à moins p sur p carré, donc ça fait q sur p carré aussi. Donc ça, c'est un théorème. Vous pouvez l'utiliser directement. Vous n'avez pas chaque fois à le montrer ou à l'utiliser, ou à faire tout le calcul. Donc, puisqu'on a dit que cette loi-là, la fonction de masse, c'est une suite géométrique, donc la somme partielle d'une suite géométrique, on l'a. Donc, c'est la somme partielle, donc ça fait toujours 1 moins p à la n, donc on peut trouver ça, on peut le montrer. Puis là, c'est toujours, puisque c'est une variable aléatoire discrète, on a dit pour les variables aléatoires discrètes, la fonction de répartition est une fonction en escalier, elle est constante entre chaque deux éléments successifs du support. Donc, pour tout x entre n et n plus 1, c'est égal à 1 moins 1 moins p à la n. Et là, pour les n, je peux commencer à 1 sans perte de généralité. On peut y avoir 0 parce que même pour 0, ça va donner 1 moins 1, c'est égal à 0. Mais normalement, on peut commencer à 1. On fait un petit exemple. Une pièce de monnaie est lancée continuellement jusqu'à l'obtention de face. Donc là, on va lancer une pièce de monnaie d'une façon continue jusqu'à ce qu'on obtienne face. Donc, on sait la probabilité d'un succès, P, c'est égal à 0,5. Donc là, quelle est la probabilité? Donc, et on répète jusqu'à l'obtention de face. Donc là, si on définit notre variable x, c'est le nombre de répétitions. Donc, c'est le nombre de répétitions pour obtenir face. Pour la première fois. Donc, combien de répétitions je dois faire pour obtenir face? Donc, ici, x suit une loi géométrique de paramètre 0,5, la probabilité d'un succès. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la probabilité qu'au moins 3 lancers soient nécessaires? Donc, c'est quoi la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3? On a au moins, donc c'est supérieur ou égal à 3. Donc ça, c'est 1 moins fx de 2. Parce que c'est 1 moins la probabilité, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à 3. Donc, c'est pas la fonction de répartition. Donc là, il faut y aller à celui qui est plus petit. Donc là, si on utilise la formule, donc ça va donner 1 moins 0,5 exposant 2. Donc ça fait
0,5 au carré, c'est égal à 0,25. Donc, si on veut la question 2, calculer la moyenne et la variance du nombre de lancers nécessaires. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'espérance de x. L'espérance de x, on a dit, c'est égal à 1 sur p. C'est égal à 2. Et la variance de x, c'est égal, on a dit q sur p carré. Donc, en fait, 0,5 sur 0,5 au carré, ben, c'est égal aussi à 2 ici. Donc, vous voyez, on l'obtient directement. Donc, avec ça, on a fait l'exemple de la loi géométrique. On va parler de la prochaine loi. La prochaine loi est assez particulière. Lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli, en général, c'est qu'on peut répéter à volonté. Donc, on peut répéter comme on veut. Donc, il n'y a pas de limite. Mais si, ou quand on prend un échantillon d'une production quasiment illimitée. Mais si, dans le contexte d'une hypergéométrique, c'est que on a un ensemble de n objets. Donc là, on a un ensemble qui est limité. Cet ensemble, il y a un total de n objets. Parmi ces n objets, il y a des succès ou des qui ont une certaine caractéristique. Si on se fie à ce qu'on présentait tantôt, c'est comme il y a un grand D qui ont succès et n moins D ne l'ont pas. Donc, ne possèdent pas cette caractéristique. Donc, c'est des échecs. Donc là, au lieu de donner des probabilités, au lieu qu'on a un ensemble infini de probabilités, là, on a un ensemble fini. Parmi cet ensemble, il y a un ensemble d'éléments qui ont un succès et la balance, le restant, ne l'ont pas. Donc là, de cet ensemble grand N, on extrait de l'ensemble petit n objets sans remise. Donc là, j'ai toujours, donc là, vous vous rappelez de l'exercice, de l'exemple qu'on a fait même au chapitre 1, on a la boîte qui contient 5 composants, 3 sont conformes, puis 2 sont défectueux, on va en piger 2. C'est la même chose, donc là, grand N égale à 5, grand D égale à 2, puis petit n égale à 2. Donc là, on va extraire 2 éléments sans remise. Donc x ici, c'est le nombre d'objets qui possèdent la caractéristique, bien sûr, parmi le petit n. La variable aléatoire x est dite de loi hypergéométrique de paramètres NND. On écrit x sur h NND. Donc, c'est quoi le support d'une loi hypergéométrique? C'est, en fait, son support est défini par le premier et le dernier élément. En fait, on fait un petit exemple. Supposons que grand N égale à 5, puis là, j'ai grand D égale à 2 et petit n égale à 2. Donc, c'est quoi le support de x? Donc, je peux y avoir 0, je peux y avoir 1, je peux y avoir 2. Mais là, si n égale à 5, si je fais un autre exemple, puis là, j'ai d égale à 4, puis petit n égale à 2. C'est quoi le support de x? Ici, le support de x, est-ce que je peux avoir 0 défectueux? Non, je ne peux pas parce qu'il y a un seul qui est conforme et je vais tirer 2. Donc là, ça commence à 1, donc c'est ou bien 1 ou bien 2. Donc ça ne commence pas à 0. Si on prend un autre exemple, donc là, ça commence à 1 et ça finit par n. Mais si grand N égale à 5, grand D égale à 2 et petit n égale à 4, le support, ça va rester toujours 1 ou 2. Parce que là, c'est ça ce qu'on voit ici, c'est est-ce que n plus grand D, est-ce qu'il est supérieur à grand N ou pas? Donc, si je vois ici dans le premier cas, donc si je vois ici n plus grand D, c'est égal à 4. C'est pas plus grand que grand N. Donc, moins grand N, ça donne quelque chose de négatif. Donc, ça commence à 0. C'est le maximum entre ces deux-là. Si je vois ici, 2 plus 4, c'est égal à 6. Moins 5, c'est égal à 1. Oups, je commence à 1. Puis le dernier élément ici, c'est quoi le minimum entre D et N? Ben, c'est 2 ici. Ici, c'est N qui est plus petit, donc c'est 2. Mais ici, ben, c'est pas N le plus petit, c'est D. Même si je tire 4, mais j'ai juste 2 défectueux, donc je ne peux pas y avoir plus que 2. Donc c'est ça, il faut toujours trouver le plus petit élément, le plus grand élément et tout ce qui est à l'intérieur des deux. Donc, sa fonction de masse, ben, celle-là, on l'a vu précédemment, on l'a vu même au premier chapitre, là, lorsqu'on fait l'introduction en probabilité. Donc, on va tirer x parmi les d défectueux, n moins petit x parmi les n moins d bons, sur petit n parmi grand n. Donc, pour tout élément du support.
L'espérance et la variance, c'est aussi des formules directement. Donc, dans ce cas-ci, l'espérance de x est égal à n fois grand D sur grand N. La variance de x, ben, c'est égal à petit n fois grand D sur grand N, facteur de 1 moins grand D sur grand N, facteur de n moins petit n sur n moins 1. On fait un petit exemple. On dispose d'un lot de 8 articles, parmi lesquels 4 sont non conformes. On extrait sans remise 5 articles du lot. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a grand N égale à 8, on a un total de 8 articles. Parmi ces 8 articles, il y a 4 qui sont non conformes. Donc ici, D, c'est égal à 4. Et on va tirer 5, donc N égale à 5. Donc là, la première chose, c'est quoi? Le support. Donc le support de X, c'est égal, le plus petit, donc petit n plus grand D, ça fait 9, moins 8, ça fait 1. Donc le plus petit élément, c'est 1. Le dernier élément, c'est le minimum entre les deux, ça fait 4. Donc là, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est le support de X. Donc ici, la question 1. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement... Donc là, ici, je n'ai pas défini ma variable, là, il faut le définir. Donc ici, X, c'est quoi la variable? C'est le nombre d'articles non conformes. Je ne sais pas pourquoi, là. Le nombre d'articles non conformes. Donc ici, X suit une hyper géométrique de paramètres petit n c'est égal à 5, grand N c'est égal à 8, grand D c'est égal à 4. Donc là, on a une hyper géométrique. Qu'est-ce qu'on cherche en petit 1? On cherche la probabilité que X soit égal exactement à 1. Donc là, je dois tirer 1 parmi les 4 défectueux. Je dois tirer 4 parmi les 4, donc les 4 conformes sur 5 parmi 8. Donc si on fait le calcul, 1 parmi 4, ça fait 4. 4 parmi 4, ça fait 1. 8 parmi 5, ça fait 8 fois 7 fois 6 sur 3 factoriel, donc 3 fois 2. Donc ça peut se simplifier. Donc ça fait 1 sur, là ça se simplifie aussi. Donc ça fait 1 sur 14. Donc là, c'est ça la réponse en 1. En 2, quelle est la probabilité d'obtenir au plus 3 articles non conformes? Donc au plus, ça veut dire inférieur ou égal à 3. Donc là, c'est P de 1 plus P de 2 plus P de 3. Ou bien si je regarde mon support qui est 1, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est juste qu'il n'est pas égal à 4. Puis là, la probabilité que x égale à 4, ça veut dire que je tire 4 parmi 4 fois 1 parmi 4 sur la combinaison de 5 parmi 8. Puis là, je peux voir que ça, c'est la même chose qu'ici. Ça fait 1 moins 1 sur 14. Donc, ça fait 13 sur 14. Donc, 3, quelle est la moyenne et la variance du nombre d'articles? Donc, on cherche l'espérance de x, c'est égal petit n qui est 5, fois grand D sur grand N, ça fait 5 demi. La variance de x, c'est égal petit n fois D sur n, fois 1 moins D sur n, fois grand N moins 1, moins petit n, excusez, sur grand N moins 1. Donc, ça fait 5 quarts ici, oups. Donc, ça fait 5 quarts. Facteur, donc c'est de là, ça fait 3 septièmes. Donc, on a 15 sur 28. Vous voyez, on peut le calculer directement en utilisant la formule. On fait un autre petit exemple. Une boîte contient 6 composants, parmi lesquels 2 sont défectueux, 3 composants sont pris au hasard. Donc là, j'ai grand N égale à 6, j'ai grand D égale à 2, petit n égale à 3. Donc là, c'est quoi la variable x? C'est le nombre de composants défectueux dans l'échantillon. Il est déjà défini. Donc ici, je n'ai pas besoin de le redéfinir. Il est déjà défini. Donc tout ce que je sais, x suit une hypergéométrique de paramètres 3, 6, 2. Donc là, c'est quoi le support de x? C'est égal. Donc là, 3 plus 2, ça fait 5. 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc ça commence à 0.
c'est quoi le plus grand, le plus petit des deux? Le plus grand élément, c'est le plus petit entre D et N, c'est égal à 2, donc ça fait 0, 1 et 2. Donner la fonction de masse de X. Donc là, il y a trois éléments, je peux le représenter comme on a vu au chapitre des variables aléatoires, comme tableau comme ça, Px, X et Px, donc ça fait 0, 1 et 2. Donc Px de 0, c'est égal. Donc on tire 0 parmi, donc combien de défectueux on a? 2 fois, on tire 3 parmi les 4 qui sont bons, sur 3 parmi 6. Excusez-moi. Donc là, c'est égal à 1 fois 4, 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2. Donc on peut simplifier ça. Puis le 4, puis ça, c'est égal à 1 cinquième. Donc je peux avoir ici, c'est directement 1 cinquième. Donc si on continue pour Px de 2, pour Px de 1, c'est égal, ben, on a 1 parmi 2 fois 2 parmi 4 sur 3 parmi 6. Là, on a 2 fois 4 fois 3 sur 2, ça fait 6. Sur ça, là, c'est 5 fois 4, ça fait 20. Donc, tout calcul fait, ça fait 3 sur 5. Donc, on a ici 3 sur 5. Donc, on continue. Px de 2, c'est égal. Donc, on a 2 parmi les 2 défectueux, 1 parmi les 4 bons, sur 3 parmi 6 au total. Donc, ça fait 1 fois 4 sur 20. Donc, ça fait 4 sur 20, ça fait 1 cinquième. Donc, ça fait ici 1 cinquième. Si on voit ici le total, on va le trouver, c'est égal à 1, c'est bel et bien une fonction de masse. Donc, si on veut calculer l'espérance de x, là, si on veut calculer l'espérance de x, on sait que c'est égal petit n, qui est 3 fois d sur grand N, ça fait 1. Mais on peut le calculer aussi ici. Donc, on sait que c'est égal 0 fois 1 cinquième, plus 1 fois 3 cinquièmes, plus 2 fois 1 cinquième, c'est égal à 1. Donc, vous voyez, on peut le calculer avec la formule OA. Donc, ici, si on veut, c'est quoi la variance de x? Donc, ça fait petit n fois grand D sur grand N, facteur de 1 moins grand D sur grand N, facteur de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, ça fait 1, ça fait 4 sixièmes, 2 tiers, ça fait ici 3 cinquièmes, donc c'est égal à 2 cinquièmes. Donc, on peut voir aussi avec la fonction de masse, on peut le trouver, le 2 cinquièmes aussi, je vous laisse ça à vous. Donc, la dernière loi qu'on va voir, c'est la loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson, c'est une loi très particulière et c'est une loi très utilisée. La loi de Poisson intervient lorsqu'on s'intéresse au nombre de fois x qu'un certain événement se réalise dans le temps, l'espace, un volume, une distance ou toute autre unité de mesure continue. Donc, en fait, si ici j'ai un espace continu, donc le temps ou l'espace ou la longueur, la distance ou autre, donc ça c'est un espace qui est continu. Et si je veux savoir le nombre de réalisations, en fait ici, les réalisations peuvent se réaliser à n'importe quel endroit. Ça peut être ici, ici, ici. On peut y avoir deux qui sont très collés. Ici, une période, on n'a rien. Puis ici, on a 1, 2 et 3 et 4 collés. Donc là, ça peut y avoir de succès dans n'importe quel point de la droite continue. Donc, c'est quoi le nombre de succès? Je peux y avoir 0, je peux y avoir 1, je peux y avoir 2. Puis, je peux y avoir jusqu'à l'infini. Donc, je ne peux pas y avoir de limite préalable. Comme par exemple, si on veut le nombre d'automobiles qui arrivent à un feu de circulation en 5 minutes. Donc, on pourrait avoir 0, on pourrait avoir 1. On pourrait avoir des voitures qui vont se placer l'un avec l'autre, l'un avec l'autre. C'est sûr, pour des véhicules, c'est pas très réaliste, mais je peux pas donner une limite préalable. Donc, on peut considérer jusqu'à... Donc, le nombre de soudures non conformes dans un circuit imprimé. Un circuit imprimé, c'est une surface. Donc, on veut avoir dans une surface, donc combien de points on peut avoir dans toute une surface. Donc, c'est un espace qui est continu et je veux savoir un nombre discret dedans. Ou le nombre de défauts sur un ruban magnétique de 1 mètre. C'est toujours la même chose. Donc, c'est un dénombrement dans un espace continu.
Sa fonction de masse, en fait, une variable aléatoire x suit la loi de Poisson de paramètre c, qui est un réel positif. Donc, la loi de Poisson a un paramètre c positif si sa fonction de masse est la suivante. Donc là, est-ce que ça, c'est bel et bien une fonction de masse? Si on fait la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de exponentielle moins c fois c à la n sur n factoriel, ben, exponentielle moins c, ça peut sortir. La somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, donc de c exposant n sur n factoriel. Et ça, c'est le développement Maclaurin, c'est le développement de Taylor autour de 0 de exponentielle c. Donc ici, ça fait exponentielle moins c fois exponentielle c, c'est égal à 1. C'est bel et bien une fonction de masse. Donc, on écrit x suit une loi de Poisson de paramètre c. L'espérance et la variance, l'espérance de x égale la variance de x égale à c. Dans le cas où x suit une loi de Poisson de paramètre c, son paramètre c, ça représente sa moyenne et ça représente aussi sa variance. Donc ici, là, je ne sais même pas c'est quelle version du livre, là, ça fait longtemps que je l'ai fait ces pages-là, mais ces tables-là, on les utilise plus. Donc en fait, si x suit une loi de Poisson de paramètre c, f de x, il n'y a pas de forme analytique, donc la série partielle ou la somme partielle du développement de Taylor d'exponentielle c, il n'y a pas une forme analytique pour ça. Donc, ça se calcule à la main, ou bien on utilise le logiciel, bien sûr, pour calculer ça. On fait un petit exemple. On suppose que le nombre de défauts d'un certain type sur le fini d'une pièce est distribué selon une loi de Poisson de moyenne 1,5. Donc là, on a ici une variable aléatoire, le nombre de défauts. Donc ici, x, c'est le nombre de défauts sur le fini, le nombre de défauts sur le fini d'une pièce. Donc, avec ce nombre de défauts, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x suit une loi de Poisson de paramètre c, et on connaît que l'espérance de x est égale à c, c'est égal à 1,5. Donc, c égale à 1,5. Donc ici, si on cherche la probabilité, donc en petit 1, quelle probabilité on cherche? Ici, on cherche la probabilité que x, donc la probabilité qu'une pièce ait plus de 3 défauts, donc c'est supérieur à 3, donc ça c'est égal à 1 moins la probabilité que x inférieur ou égal à 3, puis là on peut dire c'est égal exponentielle moins 1,5, c'est exponentiellement c, on peut le mettre en facteur, c exposant 0 sur 0 factoriel c'est égal à 1, c exposant 1 sur 1, c au carré sur 2 factoriel, plus c au cube sur 3 factoriel. Donc, on peut faire ce calcul-là directement. Sinon, aussi, on peut utiliser Excel. Donc, ici, je peux utiliser Excel. Donc, c'est égal à 1 moins. Donc, on peut faire Poisson. Donc, distribution. Donc, la loi de Poisson. Donc, x ici, c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Il nous demande c'est quoi la moyenne? C'est 1,5. Puis, il nous dit est-ce que c'est cumulatif ou pas? On peut lui dire oui, c'est cumulatif. Puis, on va trouver c'est égal à 0,066, tout ce calcul-là. Parce que ça, c'est égal à 1 moins fx de 3. Directement. On peut faire aussi le calcul, on va trouver le même résultat. C'est bon, donc il est très important d'utiliser les outils aujourd'hui, d'utiliser toujours les ordinateurs pour le calcul. Évidemment, c'est toujours la meilleure façon. Donc, pour les examens qui sont sur place, les examens papier et tout, certainement, là, on ne donne pas aux étudiants à faire des grands calculs, on leur donne toujours des petits calculs qui sont faciles, mais ailleurs, un examen, c'est les choses qui se calculent avec un ordinateur, on ne perd pas notre temps à faire des calculs. Mais ça reste toujours, on doit savoir c'est quoi les formules et tout. Donc, petit 2, quelle est la probabilité qu'une pièce ait moins de 2 défauts? Donc là, ici, petit 2, la probabilité qu'une pièce x ait moins de 2. Donc, je peux dire ça, c'est f de 1, ou bien je peux dire c'est ce qui est exponentiellement 1,5, fois p de 0, c'est c à la 0 sur 0 factoriel, c'est 1, plus 1,5. Donc, je peux dire c'est égal à 2,5 fois exponentielle moins 1,5, ou bien je peux utiliser directement Excel comme
tout à l'heure pour faire le calcul. Puis là, c'est égal Poisson, donc c'est la loi de Poisson. Donc, x ici, c'est égal à 1. La moyenne, c'est 1,5. Puis, c'est la distribution, la fonction de répartition, la distribution cumulative. Donc là, on va le trouver, c'est égal à 0,056 ou 0,56 ou 0,558. On peut faire ça. Donc, vous voyez, c'est qu'on peut faire le calcul directement, puis ou bien on peut faire le calcul direct comme ici, c'est égal à 2,5 fois exponentielle, donc E, donc exponentielle de moins 1,5. Donc, on trouve exactement le même valeur. Donc, vous voyez, c'est juste le calcul. Quelle est la probabilité qu'une pièce ait exactement 2 défauts maintenant? Donc, ici, on cherche en petit 3 la probabilité que x soit exactement égal à 2. Puis ça, c'est égal, P de 2, c'est égal exponentiellement 1,5 fois 1,5 au carré sur P factoriel. Donc là, je vais continuer à utiliser Excel soit comme calculatrice, soit comme outil de calcul. Donc, je peux dire c'est égal loi de Poisson. Donc, c'est le nombre 2. Puis là, c'est la moyenne 1,5. Puis là, je ne veux pas la fonction de répartition. Là, je veux la fonction de masse. Donc, je vais le trouver 0,25. Ou bien, je peux dire c'est égal à 1,5 au carré sur 2 fois exponentielle de moins 1,5. Donc, ça reste toujours, j'ai pas fait égal, excusez. Donc, on obtient exactement le même résultat parfaitement. Donc, c'est égal à 0,251. Donc, la dernière question, quelle est la moyenne et l'écart type du nombre de défauts sur une pièce? Donc là, on cherche l'espérance et l'écart type de x. Donc là, 4. L'espérance de x, c'est égal à c. C'est donné dès le début. Là. Puis ici, on cherche l'écart type de x, qui est la racine carrée de la variance de x, qui est la racine carrée de 1,5. Là, je vais continuer à utiliser Excel. Donc, c'est la racine. Donc, c'est égal à SQL. C'est la racine de 1,5. Là, on obtient 1,225. Donc, c'est égal à 1,225. Donc, vous voyez, c'est un calcul directement. Et toujours, il faut faire attention ici, là, quand on demande, est-ce qu'on demande l'écart type ou la variance, si on demande l'écart type, donc c'est sigma x. Donc, pour continuer avec le processus de Poisson, en fait, si on considère un certain type d'événement, ici je parle dans le temps, mais qui est toujours dans l'espace ou dans le volume ou dans un espace qui est continu. Donc, supposons que j'ai un certain événement qui arrive toujours là je parle dans le temps, on dit que le comptage du nombre de réalisations de l'événement dans le temps obéit à un processus de Poisson si. Donc, si on a les deux conditions suivantes, on peut parler de processus de Poisson. Donc, si dans le temps, ici, si j'ai deux intervalles qui sont disjoints, donc l'intervalle T1 et T2 et l'intervalle T3 et T4 sont deux intervalles disjoints, ils ne s'intersectent pas les intervalles, je peux dire que le nombre x1 de réalisation ici et le nombre de x2 de réalisation ici sont indépendants. Donc là, vous voyez, c'est que l'indépendance si les deux intervalles sont disjoints. Et la deuxième, pour tout intervalle de durée t, donc si je prends ici, c'est une durée t de 2 moins t1, le nombre de réalisations de l'événement suit une loi de Poisson de paramètre c égale lambda fois t. Donc en fait, lambda qui est un réel positif, ça constitue ce qu'on appelle l'intensité du processus. Donc lambda, c'est le nombre moyen de réalisation de l'événement par unité de mesure, par unité de temps ici. Donc, si on a le nombre moyen de réalisation par unité de temps, le nombre de réalisations dans un intervalle de taille t, c'est égal à lambda fois t. Donc, c'est ça un processus de Poisson d'une façon plus simple. Donc, on fait l'exemple 3. Donc, ici, l'exemple, ça dit
Un central téléphonique reçoit en moyenne 2 appels par minute selon un processus de Poisson. Donc ici, on a lambda égale à 2 appels par minute. Donc là, je définis xt comme la variable, le nombre d'appels reçus en t minutes. Donc là, c'est un processus de Poisson xt. Donc si, ici en petit 1, on cherche quoi? Quelle est la probabilité que le central reçoive au moins 3 appels lors des 2 prochaines minutes? Donc ici, on parle des 2 prochaines minutes. Donc là, comme j'ai dit, c'est indépendant de quand est-ce que ça arrive. Si les intervalles sont disjoints, moi, la seule chose qui nous intéresse, c'est la longueur de l'intervalle. Donc là, on parle de 2 minutes, donc c'est x2. Donc x2 suit une loi de Poisson de paramètre 2 lambda. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Qu'est-ce qu'on cherche? La probabilité que x2, donc au moins 3 appels, donc c'est supérieur ou égal à 3. Donc ça, c'est 1 moins fx2 de 2. Parce que c'est 1 moins la probabilité que x2 est inférieur strictement à 3. C'est une variable aléatoire discrète, il faut toujours faire attention à ça. Donc, je vais simplement pour le calcul utiliser Excel pour la simplicité. Donc, c'est égal à 1 moins, donc là, Poisson distribution, donc c'est la loi de Poisson, j'ai 2, la moyenne est 4, puis on veut une cumulative, la distribution cumulative, donc on obtient 0,76. Donc ici, on obtient c'est égal à 0,76. Donc, si on voit c'est quoi la prochaine question, on nous demande quelle est la probabilité que le central reçoive au moins 3 appels lors le central reçoive un seul appel durant les 15 prochaines secondes. Donc là, les 15 prochaines secondes, donc on parle de x un quart ou x 0,25. Donc t ici égale 0,25. Ça suit une loi de Poisson de paramètre 0,25 fois 2, c'est égal à 0,5. Qu'est-ce qu'on cherche? La probabilité que x de 0,25 ici soit égal à 1. Puis là, c'est égal à exponentielle moins 0,5 fois 0,5 exposant 1 sur 1. C'est égal à exponentielle moins 0,5 sur 2. Troisième question. On nous dit quelle est la moyenne et la variance du nombre d'appels reçus durant une période de 30 secondes. Donc là, on cherche 30 secondes, donc c'est une demi de minute. Donc là, ça suit une loi de Poisson de paramètre 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc l'espérance de x de 0,5, c'est égal à 1. Et la variance de x de 0,5, c'est aussi égal à 1. Vous voyez, c'est vraiment le processus de Poisson, là, on continue à le faire. Donc on va parler de quelques approximations, même si quasiment on ne les utilise plus aujourd'hui avec les ordinateurs aussi puissants qu'on a. Mais à un certain moment, si on a x est une variable aléatoire de loi hypergéométrique de paramètre NND, lorsque grand N est tellement grand, puis N est petit par rapport à N, en fait, en général, on parle lorsque grand N sur petit n est supérieur à 10, puis bien sûr, grand N est supérieur à 100, si grand N n'est pas si grand que ça se calcule. À un certain moment, 100 factoriel, ça a été un gros problème. Puis, même maintenant, ça peut causer des fois des problèmes de stabilité numérique, mais là, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est pas un grand problème. Donc, dans ce contexte-là, la variable x, on peut dire que ça suit approximativement, on peut écrire ça, x suit approximativement une binomiale de paramètre np avec p égale grand D sur grand N. Donc là, ici, lorsque grand N est tellement grand, la proportion, donc le rapport de grand D sur grand N, ça revient comme une probabilité. Donc ça devient comme une probabilité parce que N est grand. Puis on peut utiliser, c'est une loi binomiale et on peut utiliser la loi binomiale. Donc si on fait ici un exemple, donc un lot contient 200 articles parmi lesquels 6 sont non conformes. Donc ici on a grand N égale à 200. On a ici D égale donc à 6, puis petit n égale à 8. Donc,
quelle est la probabilité que l'échantillon contienne plus de 2 non conformes? Donc, la probabilité que x, c'est supérieur à 2. Donc, ici, si je prends ici, donc je vais ici, si je prends grand N sur petit n, ben c'est sûr, c'est supérieur à 10. Donc, ici, on peut dire que x suit approximativement une binomiale de paramètres petit n égale à 8 et petit p, c'est grand D 6 sur 200. Donc, ça fait 0,03. Donc là, si on veut la probabilité que x soit supérieur à 2, donc ça c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, ben là c'est 1 moins p de 0 plus p de 1. P de 0, ça fait 0 parmi 8 fois p à la 0 fois 1 moins p, donc 0,97 à la 8, moins 1 parmi 8 fois 0,03 fois 0,97 à la 7. Donc on peut faire ce calcul-là, ou bien je peux directement utiliser Excel. Donc ici, c'est égal binomial. Ben, on peut faire 1 moins. Donc la loi binomiale, donc binomial distribution. Donc ici, c'est 1. Le nombre d'essais, c'est 8n. Probabilité de succès, c'est 0,03. Puis là, on va voir cumulative. Donc, ça va nous donner, c'est égal 0,022. Donc, vous voyez, c'est environ 2%. Mais si je reviens ici à l'hypergéométrique au début, là, ici, j'ai une hypergéométrique. Donc, ici, pour cette hypergéométrique, le support de x, c'est de 0 jusqu'à 6. Avec la binomiale, c'est de 0 jusqu'à 8. Mais là, 7 et 8, là, ça ne devrait pas être là. Mais si je vois même avec l'approximation que j'ai fait, si je fais, c'est quoi la probabilité, si je veux calculer ici, la probabilité que, donc, si je veux calculer ici, la probabilité que x supérieur à 6, c'est égal à 1 moins f de 6. Donc, si je veux calculer, c'est quoi 1 moins f de 6, donc c'est égal à 1 moins, donc c'est la binomiale. Donc là, on va faire 6, le tirage c'est 8, puis c'est 0,03, puis on va faire la cumulative. Donc là, on obtient 1,7 fois 10 à la moins 10. Donc vous voyez, c'est que la probabilité que j'obtienne plus que 6, c'est de l'ordre de 10 à la moins 10. Donc oui, c'est une erreur, mais c'est une probabilité quasi nulle. Donc vous voyez, c'est une erreur qui est acceptable. Donc vous voyez, c'est même quand on fait des erreurs comme ça, quand on fait des approximations, c'est pas une grande erreur. L'autre approximation qu'on utilisait, c'est la binomiale par une loi de Poisson. En fait, si x suit une binomiale np, avec n est grand et p est petit. En fait, généralement, lorsque n est supérieur à 100, puis il faut que n fois p soit inférieur ou égal à 10. Donc, si n est supérieur à 100 et n fois p est inférieur ou égal à 10, ou bien n fois 1 moins p inférieur ou égal à 10, donc on peut inverser p et 1 moins p. Donc alors, la variable aléatoire x est approximativement distribuée selon une loi de Poisson de paramètre c égale n fois p. Donc en général, on peut dire c égale n fois p, puis on peut utiliser la loi de Poisson. Donc c'est comme ici, là, si on fait, ben ici je vais l'écrire, c'est environ égal 10 à la moins 10, là, si c'est tellement petit. Donc ici, si on prend cet exemple-là, la probabilité qu'une puce soit défectueuse, donc ici on a petit p égale 6 pour 1000, puis on a n égale à 1000 puces. Donc là, si je dis x, c'est le nombre de puces défectueuses dans l'échantillon, de puces défectueuses dans l'échantillon. Donc là, on peut dire que x suit une loi binomiale de paramètre 1000n et p égale 0,006. Donc n est grand, puis si je fais 1000 fois 0,006, ben, ça va donner 6. Donc il est inférieur ou égal à 10. Donc je peux dire ici que x suit approximativement une loi de Poisson
de paramètre 6. Donc, quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 10 puces défectueuses? Donc, la probabilité que x supérieur à 10. Donc, ça, c'est égal à moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Donc, c'est 1 moins f de 10. Donc, si on utilise Excel, donc je vais utiliser Excel ici. Donc, c'est égal à 1 moins donc, Poisson. Là, je vais utiliser l'approximation. Donc là, il va me dire c'est quoi x, c'est 10. C'est quoi la moyenne? C'est 6. Est-ce qu'on veut distribution cumulative? Oui. Donc, c'est égal à 4,26%. Mais si je fais le calcul exact, parce qu'aujourd'hui, là, on a des ordinateurs, on peut faire tout le calcul exact comme on veut, là. Donc, si j'utilise le binomial, le nombre de succès, c'est 10. Donc, le tirage, c'est 1000. Donc, c'est 0,006 comme probabilité de succès. Et on veut cumulative. Donc là, vous voyez, on obtient 4,21%. Donc, vous voyez, la différence entre les deux résultats n'est pas si grande que ça. Donc, c'est 4,2% dans les deux. Là, c'est 4,21 ou 4,26%. Donc, c'est quelque chose qui est acceptable. Donc, avec ça, on a fini la matière pour ce chapitre-là, les lois discrètes. On va faire juste un dernier exemple. C'est un exemple d'un ancien examen Altra là, qui date de très longtemps, là, quand même, 2008. Donc, ici, supposons que l'on observe en moyenne 1,7 défauts sur le fini d'une pièce avec dans une certaine production en série, et ce, selon un processus de Poisson. Donc là, on a X, le nombre de défauts. Donc, c'est le nombre de défauts sur une pièce, de défauts sur une pièce. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait? X suit une loi de Poisson de paramètre ou de moyenne 1,7. À la fin de chaque heure, la responsable de contrôle de qualité prélève un échantillon de 10 pièces de la production et l'examine. Toute pièce ayant plus de 4 défauts sur son fini est considérée non conforme. Donc, une pièce est non conforme si X est supérieur à 4. Donc là, calculer la probabilité qu'une pièce prise au hasard dans la production soit non conforme. Donc là, on cherche la probabilité que X soit supérieur à 4. Donc ça, c'est égal à 1 moins fx de 4. Donc, c'est égal à 1 moins exponentielle moins 1,7. Facteur de 1 plus 1,7 plus 1,7 au carré sur 2 plus 1,7 au cube sur 6, plus 1,7 à la 4 sur 24, qui est 4 factoriel. Donc, tout calcul fait, bon, on peut faire le calcul, sinon on peut utiliser toujours Excel. Donc, puis là, on peut dire c'est égal à 1 moins. Donc, c'est une loi de Poisson. Poisson distribution. Puis là, c'est quoi X? C'est 4. C'est quoi la moyenne? C'est 1,7. Puis là, on veut cumulative. Là, on obtient, c'est égal à environ 0,03. Donc là, je vais dire environ 0,03. Petit 2, donc là, on va continuer. Calculer la probabilité que dans un échantillon au plus de pièces soient non conformes. Donc là, on a des échantillons de taille n égale à 10. On répète 10 fois. Donc là, on a une nouvelle variable qui est le nombre de pièces non conformes dans l'échantillon. Donc le nombre de pièces non conformes dans l'échantillon. Donc ici, Y, ça va suivre une loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale, disons 0,03. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? Au plus de pièces soient non conformes. Donc on cherche la probabilité que Y inférieur ou égal à 2. Donc ça fait P de 0 plus P de 1 plus P de 2. P de 0, ça fait 0,03 à la 0 fois 0,97 à la 10 plus 1 parmi 10 fois 0,03 fois 0,97 exposant 9 plus 2 parmi 10 fois 0,03 au carré fois 0,97 exposant 8. Donc, ici, je vais juste utiliser Excel.
Donc, calculatrice, c'est égal. Donc, ici, c'est binomial. Donc là, le nombre de succès, c'est 2. Ben, c'est f de 2. Le nombre d'essais, c'est 10. La probabilité de succès, c'est, ben, je peux utiliser la valeur exacte que j'ai fait ici. Puis, cumulatif, oui, vrai. Donc, je vais trouver, c'est 0,997. Donc là, c'est un calcul exact, là, puisque j'ai utilisé Excel. Moi, je préfère toujours qu'on fait des calculs assez exacts. Question numéro 3. Supposons que la responsable du contrôle de la qualité arrête la production si dans un échantillon qu'elle prélève, elle trouve au moins 2 pièces non conformes. Donc, chaque fois qu'elle trouve au moins 2 pièces non conformes, elle arrête la production. Donc là, une des choses à vérifier, c'est quoi la probabilité d'arrêt de production? Donc si je dis P, c'est la probabilité d'arrêter la production, la probabilité d'arrêt. Donc P, c'est égal, c'est la probabilité que Y soit supérieur ou égal à 2. Il est au plus, il est au moins 2 pièces. Donc là, c'est égal à moins la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 1. Donc là, si on a calculé, c'est juste ces deux éléments. Donc ça fait 0,97 exposant 10. Combinaison de 1 parmi 10, ça fait 10 fois 0,03 fois 0,97 exposant 9. Puis c'est 1 moins ce. Donc là, si j'utilise Excel, donc c'est égal à moins binomial, donc c'est la distribution binomiale, x est égal à 1, donc on a 10 et 0.0. Ben, je vais utiliser la valeur exacte, c'est plus simple. Puis là, c'est, oui, c'est cumulative, donc, puis ça va faire 0,337. On n'a pas encore répondu à la question. La question, quelle est la probabilité que l'arrêt de la production survienne seulement après la 3e heure? Donc là, 3.1, c'est que ce que je cherche, c'est l'arrêt de production. Donc là, j'ai une nouvelle variable qui est le nombre d'heures nécessaires pour l'arrêt de production. Le nombre d'heures avant le premier arrêt. Donc là, Z, c'est le nombre de répétitions jusqu'à l'obtention d'un premier succès. C'est une géométrique de paramètre 0,337. Puis dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on cherche? La probabilité que Z soit supérieure à 3. Puis ça, c'est 1 moins FZ de 3. Puis on a la fonction de répartition d'une loi géométrique qu'on a, c'est 1 moins P. 0,0337 là, c'est pas ici c'est 0,0337, c'est pas 0,337. Donc même ici là, excusez-moi là, c'est une erreur. Ici c'est 0,0337. Donc c'est une erreur là. C'est une faute de frappe. Donc exposons 3. Donc, ça fait 0,963 cubes. Donc là, ça, c'est égal. Donc, je peux dire c'est égal à 1 moins cette valeur-là. Donc, là, on prend environ 0,9. Donc là, c'est égal à environ 0,9. Donc, la dernière question, quelle est la moyenne du nombre d'heures nécessaires pour que la production soit arrêtée? Donc là, ici, 3.2. On cherche ici l'espérance de Z. Donc, l'espérance de Z, c'est égal. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est l'espérance de Z. Puis ça, c'est égal à 1 sur P. Donc, c'est égal à 1 sur 0,0337. Donc,
si on prend aussi Excel, ben Excel, je l'utilise ici. Notez bien que c'est comme une calculatrice, c'est égal à 1 sur. Donc, c'est pratiquement, j'utilise la calculatrice, c'est 29,68. Donc, ici, ça fait 29,68. Donc, vous voyez, le nombre moyenne, ça nous prend 29,68 pour arrêter la production. Donc, vous voyez ici, dans le contexte de la loi de Poisson, on vous le donne, on vous signifie que c'est une loi de Poisson. Dans le contexte d'une loi hypergéométrique, on voit qu'il y a un nombre total, petit n, il y a un grand D, il y a un petit n qu'on tire. Dans le cas des lois géométriques et de la loi binomiale, il faut le retracer. Dans le contexte, il faut voir dans le contexte ici comment on trouve la loi binomiale ou géométrique. Donc avec ça, on a fini le chapitre sur les lois discrètes. Donc merci beaucoup pour votre attention.